Eh bien, bonjour, bienvenue, c'est Uriel Mignassan du blog Career Punch. Je suis ravi de vous accueillir dans cet atelier en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait 8 croyances très courantes dans le domaine de la recherche d'emploi. Et pour chaque croyance, je vous présenterai une étude de cas qui concerne en fait une personne que j'ai accompagnée. Et grâce au dénouement de leur histoire, je vais vous prouver que ces 8 croyances ne sont que des mythes, des mensonges qui vous empêchent de décrocher le job que vous voulez et qui vous limitent dans votre recherche d'emploi. Je vous invite à prendre des notes et avant que nous ne démarrions, je vous suggère d'avoir sous la main le dernier CV et la dernière lettre de motivation que vous avez envoyée parce que je vais justement vous donner des pistes pour améliorer ces deux documents. Alors on va parler du processus complet de candidature et pour moi, la candidature commence avant même la rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation. Et elle va au-delà de votre passage en entretien d'embauche. Installez-vous confortablement, prenez de quoi vous désaltérer et c'est parti. On commence tout de suite avec le premier mensonge. Je n'ai pas assez d'expérience pour ce poste. Combien d'entre nous se disent cette phrase dans leur tête lorsqu'ils lisent certaines annonces? C'est un mensonge parce que vous aurez rarement besoin d'avoir le niveau d'expérience demandé pour un poste à partir du moment où vous pouvez compenser ce manque d'expérience avec autre chose. D'après mes tests et les résultats des personnes que j'ai aidées dans leur recherche d'emploi, vous avez vos chances si vous avez au minimum la moitié de l'expérience demandée. Donc si on vous demande par exemple 5 ans d'expérience et que vous en avez 3, vous avez vos chances. Par contre, si vous n'avez qu'un an d'expérience, alors contrairement à ce que vous pouvez penser, vous avez toujours vos chances, mais vous ne pourrez pas passer par le processus de candidature classique. Nous verrons ça un petit peu plus en détail plus tard. En tout cas, dans un premier temps, vous devez absolument comprendre le processus de création d'une offre d'emploi. Avant qu'une offre d'emploi n'existe, et en fait, il y a plusieurs étapes. Je vais vous présenter 5 étapes. La première étape, c'est la définition des besoins. En fait, l'entreprise, avant de penser à recruter quelqu'un, elle va commencer par dresser la liste des tâches, la liste des ressources, la liste des besoins et la liste des missions qui seront sous la responsabilité de la personne qui sera éventuellement recrutée. Je dis éventuellement parce qu'il arrive parfois qu'une entreprise trouve déjà les ressources en interne et du coup, il n'y a pas de recrutement. Mais dans le cas où les ressources en interne n'existent pas ou alors ne sont pas en quantité suffisante pour assurer le poste, l'entreprise va alors se diriger vers l'option du recrutement. Alors, l'étape numéro 2, c'est la recherche d'un candidat par le réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise va rarement se tourner directement vers la rédaction d'une offre d'emploi. D'abord, elle va essayer de recruter en passant par son réseau. Parce que ça représente un gain de temps. Pour eux, c'est aussi peut-être un gage de meilleure qualité de profil, puisqu'on va chercher parmi des personnes que l'on connaît ou alors qui sont connues par des gens proches de l'entreprise. Et ça peut également être une économie d'argent, puisque lorsque une entreprise utilise un cabinet de recrutement, ça lui coûte de l'argent. Le service n'est évidemment pas gratuit. Donc déjà à l'étape 2, et même à l'étape 1 parfois, on a déjà des candidats qui se manifestent. Et du coup, on va passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est l'organisation d'entretien d'embauche. Alors en fait, il y a deux possibilités. Ou bien l'entreprise a trouvé son bonheur et à ce moment-là, le processus de recrutement est terminé. Ou alors, aucun des candidats qu'elle a vus n'a plu à l'entreprise ou elle ne les a pas jugés suffisamment expérimentés, suffisamment intéressants pour se contenter pour en embaucher un. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va réfléchir pour trouver un autre moyen de recruter d'autres profils de candidats. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'entreprise n'a pas trouvé de candidats intéressants, qu'elle va passer à l'étape 4, qui est en fait la définition du profil à recruter. En fait, l'entreprise, lorsqu'elle a fait passer des entretiens à l'étape précédente, elle va se baser en fait sur les profils des candidats qu'elle a vus. Et à partir de ces profils-là, elle va établir les nouveaux critères du profil à recruter. Alors, imaginons par exemple que l'entreprise a fait passer des entretiens à 4 personnes et que toutes avaient un niveau BTS. Alors, si l'entreprise n'a pas été convaincue par aucun de ces candidats, elle peut très bien se dire que le niveau BTS est peut-être un petit peu léger et qu'il faut quelqu'un avec une licence ou éventuellement même un master, donc un bac+5 pour le candidat qu'elle cherche à recruter.
À cette étape, on va donc redéfinir le profil à recruter et l'entreprise va passer ensuite à l'étape 5, qui est en fait la rédaction et la mise en ligne d'une annonce. Puisque le réseau n'a pas fonctionné, à ce moment-là, on va se tourner vers quelqu'un comme Pôle emploi ou alors des entreprises, des cabinets de recrutement par exemple. Il faut savoir que parfois, le niveau d'expérience qui est annoncé dans une offre d'emploi est en fait gonflé pour décourager certains candidats. C'est fait en fait pour diminuer le nombre de candidatures tout en augmentant la qualité des profils qui vont postuler. Donc, vous devez bien comprendre que lorsque vous répondez à une annonce, vous vous situez à l'étape 5. Et selon les postes et les domaines, vous pouvez parfois entrer en concurrence avec des dizaines, des centaines et parfois même des milliers d'autres candidats. Et c'est pour cela que vous avez tout intérêt à privilégier la recherche d'emploi par votre réseau, car vous pourrez arriver à l'étape 1, à l'étape 2 ou même à l'étape 3 du processus de création d'une offre d'emploi. Parce que plus vous avancez dans les étapes, et plus la concurrence sera élevée. Et si vous arrivez à l'étape 5, ce sont les profils qui auront été définis à l'étape 4 qui seront favorisés. En fait, à l'étape 1, vous êtes généralement seul, voire en concurrence avec 2 ou 3 autres candidats. Donc à l'étape 2, l'entreprise va demander donc à ses salariés et ses collaborateurs de chercher des profils. Et on peut estimer que jusqu'à 10 candidats seront présentés et 5 vont être retenus en général pour passer un entretien. Il arrive parfois qu'une entreprise en fasse passer un petit peu plus, mais à l'étape 3, à l'étape 2 et 3, vous serez rarement en concurrence avec plus de 10 candidats. À l'étape 4 et 5, lorsque les profils ont été redéfinis et que l'annonce a été publiée, vous êtes potentiellement en concurrence avec de 50 à plus de 1000 candidats. Et en plus de cela, si vous n'avez pas le profil qui a été défini à l'étape 4, vous partez déjà avec un sérieux handicap. En tout cas, si vous vous contentez de passer par la méthode classique qui consiste à répondre à l'annonce. Donc, pour augmenter vos chances, vous devez vous débrouiller pour arriver avant l'étape 4. Mais si vous arrivez après l'étape 4, en fait, il y a 2 actions indispensables, particulièrement si vous manquez d'expérience par rapport au profil qui a été défini. La première chose que vous devez faire, c'est compenser votre manque d'expérience avec des résultats pertinents. Ce sont les choses que vous avez réussi à accomplir. Ce sont vos réalisations. Vous devez mettre dans votre CV vos réalisations, surtout si l'expérience vous fait un peu défaut. Parce que si vous êtes capable d'atteindre des résultats intéressants, même si vous n'avez pas le niveau d'expérience requis, on peut se dire que vous avez les épaules suffisamment larges pour assurer au poste. La deuxième chose que vous devez faire, et qui n'est pas politiquement correcte, mais je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument le faire, c'est court-circuiter les ressources humaines. Pourquoi? Parce que la mission des RH consiste en fait à trier les candidatures et à faire gagner du temps aux opérationnels. Donc, si vous envoyez votre candidature aux ressources humaines et que vous n'avez pas le niveau d'expérience requis, vous avez toutes vos chances d'être éliminé. Parce que les RH ne vont pas prendre le risque de proposer un profil qui ne correspond pas aux critères définis par les opérationnels à l'étape 4. Donc, la solution, c'est d'identifier des opérationnels et de vous débrouiller pour leur transmettre votre CV directement. Mais il faut le faire de façon très, très subtile parce que, premièrement, les RH n'apprécient pas du tout que les candidats essaient de les court-circuiter. Et deuxièmement, les opérationnels auront une fâcheuse tendance à vous envoyer vers les ressources humaines. Donc, vous devrez être très, très fin. Et on verra ça dans une autre série de vidéos. Mais pour l'heure, je vais simplement terminer cette première partie avec une étude de cas. Ce sera l'exemple de Michel. Alors Michel a été retenu pour un poste à responsabilité qui demandait au minimum 10 ans d'expérience, alors qu'il n'en avait même pas tout à fait 5. Et le profil attendu par rapport à l'âge était celui d'une personne qui avait au moins 40 ans. Or, Michel a 28 ans. Mais avec une stratégie parfaitement définie, nous avons complètement surmonté toutes les objections et forcé la direction à se focaliser sur les résultats qui ont déjà été obtenus par Michel. Et après 3 entretiens extrêmement musclés, Michel a été retenu pour le poste alors qu'il n'avait pas la moitié des prérequis. Donc voilà, une belle preuve
que si vous n'avez pas le niveau d'expérience demandé, rien n'est joué. Vous avez vos chances. Si vous avez moins de la moitié, vous allez devoir forcément passer par le réseau. Et je vous donnerai plus de détails dans une autre vidéo. Alors, on va continuer dans notre lancée avec le second mensonge. Je n'ai pas les bons diplômes pour ce poste. Ce mensonge est très proche du précédent. Et ce que vous devez bien avoir en tête, c'est qu'il existe en réalité très très peu de métiers pour lesquels il faut absolument un certain diplôme. Si par exemple vous voulez être chirurgien, magistrat ou journaliste, vous devrez nécessairement passer par les écoles pour obtenir votre diplôme avant d'exercer le métier en question. Vous ne pourrez pas compenser l'absence d'un diplôme pour être chirurgien ou dentiste. Certains l'ont déjà fait, mais ça ne s'est pas forcément bien terminé ni pour eux, ni pour les patients qu'ils ont eus. Mais disons qu'à part quelques métiers, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir le bon diplôme pour être retenu. Et je peux vous donner des quantités d'exemples de personnes qui ont réussi à avoir un poste sans avoir le bon diplôme, et je suis même sûr que vous en connaissez tout autour de vous. Tout comme le niveau minimum d'expérience requis, le diplôme minimum pour un poste est défini à l'étape 4 du processus de la création de l'annonce. Et la solution pour être retenu est identique à la méthode que je vous ai expliquée dans la première partie, à savoir premièrement compenser l'absence de votre diplôme avec des résultats pertinents dans votre expérience professionnelle, ou alors vous allez cibler vos CV en ne vous focalisant que sur les aspects de vos expériences qui peuvent appuyer votre candidature malgré l'absence du diplôme souhaité par l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est comme avant, c'est on va contourner les ressources humaines. Alors là, j'ai encore un autre exemple. Il s'agit de l'étude de cas de Myriam. Myriam est une jeune femme de 25 ans et elle est passée de bénévole dans l'armée du salut à professeure de français en prison, puis surveillante dans un collège et lycée. Et en fait, je l'ai aidée à obtenir un poste de conseillère emploi. Donc, rien à voir. Myriam n'avait pas le diplôme de conseiller emploi, formation et insertion, qui est normalement requis pour occuper ce type de poste. Mais elle a quand même obtenu le poste parce que nous avons fait une refonte stratégique de son CV et elle a utilisé, bien sûr, quelques-unes de mes techniques pour sécuriser le poste. Myriam a à la base un diplôme de sciences du langage qui est à des années-lumière de ce que peut enseigner la formation qui permet d'avoir le diplôme de conseiller en insertion professionnelle. Et ce tour de force est possible lorsque vous êtes en mesure de mettre en avant des compétences et des expériences proches, similaires ou complémentaires de celles qui sont normalement développées dans les diplômes attendus. Troisième mensonge, sans doute l'un des plus répandus, plus je postule, plus j'ai de chances de trouver un emploi. Alors ça, c'est carrément une arnaque, parce que c'est exactement le contraire qui se passe. Plus vous postulez, plus vous vous grillez partout, plus vous allez être frustré, découragé, et moins vous aurez de chances d'obtenir le poste que vous voulez. Vous allez peut-être trouver un emploi, mais ça sera rarement l'emploi que vous voulez. Pour avoir eu l'occasion d'échanger avec des milliers de chercheurs d'emploi, je peux vous prédire la suite des événements si vous continuez à mitrailler vos CV tous azimuts sans stratégie. Alors, ce qui se passe généralement, c'est que vous postulez à de nombreuses offres et vous avez peu ou pas de réponses. Et quand vous en avez, généralement, elles sont négatives. On vous explique que malgré la qualité de votre profil, n'est-ce pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Vous ne correspondez pas au profil recherché. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous persévérez et vous vous dites que peut-être que la prochaine, ça sera la bonne. Mais ça ne change rien. Et c'est à ce moment-là que généralement, vous vous dites que vous devriez peut-être envisager de postuler à des postes un petit peu moins élevés et d'être un petit peu moins sélect. Et c'est comme ça que des ingénieurs se retrouvent à travailler dans des caisses de supermarchés. C'est comme ça que des personnes avec des grandes études finissent serveurs dans un restaurant ou surveillants dans un lycée. Alors, si vous voulez éviter ça, vous devez d'abord apprendre à vous différencier et à augmenter la qualité de vos candidatures. Je ne saurais pas vous dire combien de personnes m'ont affirmé que leur CV était bon. Et ces mêmes personnes n'arrivaient pas à décrocher des entretiens. Quand je regardais le CV, je voyais tout de suite que le CV ne se démarquait pas, qu'il était banal, basique.
Le problème, c'est que si vous continuez à mitrailler vos CV un peu partout, sans avoir de résultats, eh bien, vous n'aurez pas plus de retours et vous ne saurez pas pourquoi vous n'avez justement pas de convocation en entretien. Je vais vous le dire très franchement, si vous n'avez pas d'entretien après de nombreuses candidatures, c'est parce que vos candidatures sont mauvaises. Alors vous allez me dire que je suis peut-être un peu dur, mais je m'excuse, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce dont vous avez besoin pour améliorer votre recherche d'emploi. Nous ne vivons pas dans le monde de oui-oui. Nous vivons dans un monde qui est difficile. Les gens qui ont des BTS, des DUT, des licences, des masters, tous ces gens courent les rues. Et les entreprises n'ont qu'à se baisser pour ramasser les candidatures. Donc dans ce monde-là, vous ne pouvez pas vous contenter de faire des candidatures comme tout le monde. Et c'est vrai que dans le monde du conseil et de l'accompagnement en recherche d'emploi, je suis souvent considéré comme le mouton noir et ce n'est pas qu'à cause de ma couleur de peau. Le problème, c'est que sur les CV et les lettres de motivation, tout le monde a un avis différent. Et celui qui cherche un emploi est complètement perdu. Prenons par exemple le cas du CV. Alors vous faites un premier CV et alors il y a ce conseiller emploi qui vous dit que votre CV est vraiment super. Alors ensuite, vous allez postuler. Vous n'avez pas plus de retour. Et vous allez voir ensuite un autre conseiller. Ce conseiller vous dit que le CV n'est pas bon. Et que c'est pour ça que vous n'avez pas de retour. Alors ce conseiller vous dit qu'il faut absolument que vous refassiez votre CV. Alors vous le faites parce que vous êtes une bonne poire et que vous dites qu'effectivement il est peut-être temps de se remettre en question. Et vous lui montrez la nouvelle version de votre CV après avoir pris en compte ses recommandations. Et lorsqu'il le regarde, ce conseiller vous dit qu'il est super. C'est limite si ce n'est pas le meilleur CV qu'il a vu dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous postulez de nouveau avec votre nouveau CV et malheureusement, les entreprises ne se bousculent toujours pas pour vous accorder un entretien. Et puis, vous arrivez sur Career Punch et là, un petit noir vous dit que vous n'avez pas d'entretien parce que votre CV est pourri. Alors, qui croire dans ces conditions? Je vous comprends et je vous avoue que je suis passé exactement par là, moi aussi, il y a quelques années. Mais la vérité est terrible à dire et encore plus terrible à entendre. 90% des conseils qui sont donnés pour améliorer vos candidatures concernent la mise en forme, la police, la mise en gras, la photo à droite ou à gauche, le titre de votre CV, le plan de votre lettre de motivation, le format du fichier, le fait que votre CV et votre lettre de motivation doivent être aérés, que la formation doit figurer avant l'expérience professionnelle ou inversement. Tout ça, ce n'est que l'aspect cosmétique de vos candidatures. Or, je vous le dis, les recruteurs se fichent pas mal de la mise en forme de vos candidatures. Alors oui, vos candidatures doivent être aérées et propres, mais ce n'est pas l'aspect le plus important. Imaginez maintenant que vous êtes en concurrence avec 100 personnes qui ont exactement le même parcours et les mêmes expériences que vous. Comment votre candidature va-t-elle se démarquer? Parce qu'il va falloir trouver un moyen. Vous devez faire en sorte d'intégrer des informations que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir dire. Vous ne devez pas vous contenter d'affirmer des qualités, vous devez les démontrer. Et c'est ce petit détail-là qui fera la différence aux yeux du recruteur. Parce que si vous dites la même chose que tout le monde, impossible pour vous de vous démarquer. Alors, pour vous montrer que la qualité de votre candidature est primordiale dans votre recherche d'emploi, je vais vous donner une troisième étude de cas. C'est l'exemple de Julien. Avant que je ne travaille avec Julien, il pratiquait ce que j'appelle les candidatures de masse. En gros, il postulait partout et lui-même était incapable de m'indiquer le nombre de candidatures qu'il avait envoyées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a obtenu aucun résultat avec cette façon de faire. Et lorsque j'ai vu ses CV et ses lettres de motivation, j'ai tout de suite vu ce qui clochait. Il a fait les corrections que je lui ai indiquées et je lui ai aussi précisé de ne cibler qu'une seule entreprise. Et bizarrement, dès la prochaine candidature, Julien a obtenu le poste. Dans les 2 prochaines rubriques, on va parler un petit peu plus en détail du CV et de la lettre de motivation et je vais vous révéler les 3 questions que vous devez absolument vous poser si vous voulez avoir un CV et une lettre de motivation efficace. Mensonge numéro 4. Tout le monde sait faire un CV. Alors, c'est pas tout à fait un mensonge en fait. Parce qu'effectivement, tout le monde sait faire un CV. Tout le monde connaît les rubriques et la structure d'un CV, avec l'expérience professionnelle, la formation, les informations diverses, etc. Mais je vous assure que pratiquement personne ne sait faire un CV efficace. Dans 99% des livres consacrés à la recherche d'emploi, et je vous assure que j'en ai lu
plein. Les modèles de CV qui sont présentés sont bateaux, complètement inefficaces. C'est standard. Partout où on vous enseigne la structure d'un CV, on vous l'enseigne de façon classique. Et ce n'est pas avec ces modèles-là que vous allez vous démarquer. La preuve, vous avez suivi ces modèles de CV et vous avez peut-être déjà postulé à 50, 100, 200 ou même plus offres d'emploi et vous n'avez pas le résultat que vous voulez. À travers mon métier, j'ai déjà eu plus d'une dizaine de milliers de CV entre les mains. Est-ce que vous savez combien de CV étaient vraiment efficaces? Combien de CV m'ont vraiment donné envie d'en savoir plus et de rencontrer les candidats? 2. 2 sur plus de 10 000. Ça veut dire 0,0002% des CV que j'ai eu entre les mains étaient des CV efficaces. Alors, je ne vais pas vous expliquer à quoi sert un CV, parce que je pense que vous le savez, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est comment faire un CV efficace. J'entends par là un CV qui interpelle un recruteur, un CV qui lui donne vraiment envie de vous rencontrer. Il y a 3 conditions pour faire un CV efficace. Et c'est peut-être le moment justement de prendre votre CV et de l'avoir sous les yeux. Il y a 3 conditions et c'est chacune de ces conditions, en fait, on va pouvoir y répondre grâce à 3 questions. La première question, c'est est-ce que mon CV permet à l'entreprise qui recrute d'évaluer mon potentiel? Alors quand je dis évaluer votre potentiel, je ne parle pas de la liste des diplômes, ni du nombre d'années d'expérience. Alors comment est-ce qu'on évalue le potentiel d'une personne? Un recruteur va évaluer un candidat de la même manière qu'un professeur va évaluer l'un de ses élèves, en fonction des résultats. On en revient encore là, les résultats. Est-ce que vous avez mis en avant des résultats dans votre CV? Est-ce que vous avez amélioré des choses? Est-ce que vous avez optimisé le temps de travail? Est-ce que vous avez réduit les coûts de fabrication? Etc., etc., etc. C'est sur la base de ces informations qu'un recruteur va pouvoir vous évaluer et éventuellement vous convoquer en entretien. Parce que le truc, c'est que même si vous avez exactement le même parcours que quelqu'un d'autre, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et donc, vous allez pouvoir dire quelque chose qui va trancher, quelque chose qui va se démarquer de toutes les autres personnes qui ont exactement les mêmes profils que vous. La deuxième question, c'est est-ce que mon CV sort du lot si 99 autres candidats ont le même parcours que moi? Dans ma conception des CV, vous ne pouvez pas avoir un CV qui sort du lot si n'importe qui peut dire la même chose que vous. Imaginons la situation suivante. Vous avez un ou une amie qui a exactement le même parcours que vous. Vous avez fait les mêmes études, dans la même école, peut-être même dans la même classe. Vous avez fait vos stages ensemble et imaginons même que l'entreprise qui vous a accueilli en stage vous a embauché tous les deux. Alors au bout de 2 ans, cette boîte ferme et vous devez donc tous les deux chercher du travail. Si vous suivez la méthode classique de création de CV, dans cette situation, il est impossible pour vous de vous démarquer de votre ami. Car à part le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et la photo, le parcours, les diplômes sont identiques. Et donc, vos 2 CV sont identiques. Alors, imaginez un petit peu si le recruteur reçoit 100 CV. Même si votre parcours est différent de celui des 99 autres, pourquoi votre CV serait plus intéressant que ceux des autres si vous vous limitez à la liste des tâches ou pire, simplement aux fonctions que vous avez occupées? Alors, sachez que pour un recruteur, si vous vous contentez d'indiquer les intitulés de poste et vos diplômes, votre CV n'est pas intéressant. Et même si vous vous contentez de mettre les tâches, votre CV n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que imaginons maintenant que j'ai une entreprise, je cherche un comptable. Je reçois 100 candidatures, 100 personnes qui sont comptables. Et les 100 comptables me disent quoi? Alors, certains vont me dire qu'ils ont été comptables dans telle entreprise de telle année à telle année et basta. Et d'autres vont m'expliquer qu'ils ont fait traiter les devis, ils ont traité les factures, ils ont fait les bilans. Mais le problème est le suivant. Tous les comptables sont censés faire ce genre de tâches. Donc, si vous vous contentez de mentionner ces tâches-là, vous ne vous démarquez pas. Parce que gérer des factures ou des devis, c'est la base. C'est vraiment la base d'un comptable.
Et ce n'est pas comme ça que vous allez vous démarquer. Par contre, si vous êtes en mesure d'expliquer que grâce à un montage spécifique, vous avez réussi à faire économiser l'équivalent de 5 000 € par an à une entreprise, là, c'est un résultat. Là, si moi je suis recruteur, vous m'intéressez. J'espère que vous comprenez bien l'intérêt de ne pas mettre des tâches, mais de mettre des résultats. La troisième question que vous devez vous poser lorsque vous faites un CV et que vous voulez qu'il soit efficace, est-ce que mon CV est focalisé sur les problématiques de l'entreprise? Si vous voulez faire un CV efficace, vous devez nécessairement le cibler. Alors, pour certaines personnes que j'ai accompagnées, il y a une quinzaine de CV différents et chaque CV est adapté pour un poste bien précis. Et parfois, pour un même type de poste, il y a 3 variantes de CV. Plus vous serez précis et spécifique, plus votre CV aura d'impact. Un CV générique ne va pas vous aider. Il m'arrive très souvent de refuser d'aider une personne parce qu'elle ne veut pas faire un CV spécifique. Non, ce qu'elle veut, c'est un CV générique, un CV qu'elle va pouvoir envoyer à 300 entreprises. Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que je sais qu'un CV générique n'est pas performant. C'est comme si vous alliez à la guerre avec un pistolet à eau. Vous ne risquez pas de vous illustrer. Pour ce qui est des CV efficaces, je vais vous parler de Vincent. Alors Vincent avait du mal à la base à obtenir des entretiens. Alors il avait un petit avantage, c'est qu'il avait beaucoup d'expérience puisqu'il avait plus de 20 ans d'expérience. Mais le ratio entre le nombre de candidatures envoyées et le nombre d'entretiens qu'il décrochait effectivement était loin de ceux que les personnes que j'accompagne atteignent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement mieux ciblé les problématiques de l'entreprise, on a mis en avant ses résultats et on a fait en sorte que les arguments mentionnés dans son CV étaient uniques. Que aucune autre personne ne puisse avoir exactement le même CV que lui. Une fois qu'on a refait son CV, Vincent a envoyé cette nouvelle version un dimanche soir par mail et le lendemain, il a été rappelé par l'entreprise qui a été littéralement impressionné par son CV. Alors, les recruteurs lui ont dit qu'ils n'ont jamais vu un CV pareil. Ils ne l'ont pas rappelé pour fixer un rendez-vous, mais pour lui demander s'il était vraiment intéressé par le poste parce que, au vu de son CV, ils ont eu l'impression qu'il était complètement surdimensionné pour le poste. Alors Vincent les a rassurés et il a donc convenu avec eux une date d'entretien. Et pour la petite histoire, Vincent était tellement content qu'il m'a appelé le lundi soir pratiquement à 22h pour m'annoncer la nouvelle. Il n'en revenait pas. Un CV efficace est fait pour répondre à la psychologie des recruteurs. Et c'est ce genre de CV qui va vous permettre de décrocher des entretiens facilement. On va passer au 5e mensonge, qui est l'un de mes préférés. Une lettre de motivation ne sert à rien. Alors, c'est pas tout à fait un mensonge, parce que tel que les gens écrivent leur lettre de motivation, effectivement, très souvent, leur lettre de motivation ne sert à rien. Vous devez savoir que la lettre de motivation est mon document préféré. Parce qu'avec tous les tests que j'ai faits sur la lettre de motivation, je peux vous dire que j'ai cassé tous les codes qui sont habituellement préconisés. Les lettres de motivation que j'enseigne ont un style parlé, alors qu'on nous dit qu'il faut écrire bien, de façon littéraire. Elles sont extrêmement courtes. Le corps de la lettre de motivation que j'enseigne fait 6 lignes. Et surtout, on ne parle pas de ses motivations. La lettre de motivation, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, n'est pas le lieu pour parler de vos motivations. La lettre de motivation, elle n'est là que pour motiver l'entreprise de vous rencontrer. C'est comme ça que vous devez comprendre la lettre de motivation. Et effectivement, les recruteurs lisent de moins en moins les lettres parce qu'elles sont presque toutes nulles et toutes similaires. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez bien à quel point c'est grave. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un chef d'entreprise qui venait de recevoir 20 candidatures provenant de chercheurs d'emploi. Sur les 20 lettres de motivation, 14 utilisaient exactement le même modèle. Vous vous rendez compte? 70% des lettres de motivation reçues par ce chef d'entreprise étaient identiques. À part le nom, le prénom et l'adresse, elles étaient identiques. Et bien évidemment, il a demandé à l'un des candidats, mais comment ça se fait qu'ils avaient tous les mêmes lettres? Quelle a été sa réponse?
Eh bien, il a simplement expliqué qu'il a participé à un atelier sur le CV et la lettre de motivation et que le conseiller leur a suggéré d'utiliser exactement ce modèle de lettre de motivation pour leur candidature. Tous les chercheurs d'emploi qui ont participé à cet atelier avaient exactement la même lettre de motivation. Alors voilà pourquoi les recruteurs désavouent la lettre de motivation et je pense que honnêtement c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que si vous avez déjà amélioré votre CV grâce aux 3 questions que l'on a vues ensemble dans la partie précédente, vous pouvez maintenant vous poser ces 3 mêmes questions lorsque vous faites votre lettre de motivation. C'est-à-dire, est-ce que le recruteur peut évaluer mon potentiel dans ma lettre? Est-ce que ma lettre est différente, originale et est-ce qu'elle sort du lot? Est-ce que je ne dis pas de banalité du genre dynamique et motivé et rigoureux? Je saurais répondre à vos attentes par exemple. Et troisième chose, est-ce que votre lettre de motivation se focalise sur les problématiques de l'entreprise? Alors, quand vous faites une lettre de motivation, à la différence du CV, vous devez encore faire 3 choses supplémentaires. La première chose, c'est que vous devez faire extrêmement attention à ce que votre lettre de motivation ne répète pas d'informations mentionnées dans le CV. La deuxième chose, c'est que votre lettre de motivation ne doit pas venir d'un modèle type. Parce que si vous prenez un modèle type que vous allez trouver sur Internet, qu'est-ce que va faire le recruteur? Je vais vous le dire, parce que c'est exactement ce que je fais. Moi, je prends les lettres de motivation et je les ramène à la maison et je les donne à mes enfants et ils dessinent dessus. La troisième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est que votre lettre de motivation doit motiver l'entreprise de vous rencontrer. L'entreprise, à la lecture de votre lettre de motivation, doit se dire « Waouh, ce candidat est intéressant. Ce candidat, j'ai envie de le rencontrer. Ce candidat ne dit pas la même chose que les autres. Ce candidat est différent. » Si vous respectez ces simples règles-là, votre lettre sera efficace et renforcera encore plus l'impact de votre candidature. Alors, je vais vous donner l'exemple de Gabriel. Alors, ce qui est marrant avec Gabriel, c'est qu'il sortait d'une formation de technicien touristique un vendredi, fin mai. Et on a discuté ce jour-là et il était vraiment angoissé à l'idée de chercher pendant plusieurs mois du travail, de devoir passer par cette période où il allait sans doute envoyer des centaines de candidatures. Et je lui ai expliqué que trouver un travail est extrêmement simple. Il faut juste comprendre la psychologie des recruteurs et s'y adapter. Et je lui ai expliqué quelle était ma vision sur le CV, quelle était ma vision sur la lettre de motivation. Et tout de suite, il s'est dit, ok, Uriel, on y va. J'ai vraiment envie de découvrir comment faire pour avoir des candidatures efficaces. Et toute la journée du lundi, nous avons travaillé ensemble sur son profil, sur les forces qu'il peut mettre en avant. Nous avons sur la valeur ajoutée qu'il a apportée. Si bien que le lundi soir, une candidature était déjà prête à être envoyée. Et pour moi, à la base, ça devait être juste un simple test. Mais ce test-là a abouti d'une façon que je n'aurais même pas imaginé. Il devait être un peu plus de 17 heures lorsque Gabriel a envoyé sa candidature. Et 45 minutes plus tard, il était au bout du fil avec le directeur qui voulait absolument l'avoir dans son équipe. Il lui a dit qu'il n'avait jamais vu une lettre de motivation de ce genre. Résultat, Gabriel m'a dit en plaisantant, je n'ai même pas eu le temps de m'inscrire au Pôle emploi. Il avait prévu de s'inscrire au Pôle emploi le lendemain, mais devinez quoi, le lendemain, il signait déjà son contrat. Dans cette affaire, c'est la lettre de motivation qui a particulièrement attiré l'attention du recruteur. Voici le 6e mensonge que j'aime bien aussi. Les gens disent beaucoup « je n'ai pas de réseau » ou « je n'ai pas la chance d'avoir un bon réseau pour m'aider dans ma recherche d'emploi ». La meilleure méthode pour trouver un job, c'est le réseau. Quand je dis ça, généralement, les gens me regardent dubitativement et se disent dans leur tête que de toute façon, ils vont continuer à répondre aux annonces. Alors, si vous préférez ramasser les miettes, c'est vous que ça regarde. Mais les gens que j'accompagne passent pratiquement tous par le réseau et découvrent des opportunités incroyables. Alors, il y a 3 principes à connaître pour exploiter son réseau. Le premier, c'est que le réseau est partout. Si Maître Yoda était un gourou de la recherche d'emploi, il vous dirait que le réseau est partout. Les pouvoirs du réseau considérés, tu dois. Mon jeune padawan.
quel que soit votre profil, votre niveau d'études, votre situation géographique, vous avez tous un réseau. Alors si vous dites « moi je ne connais personne, moi je n'ai pas de réseau », je vous croirai seulement si vous vous appelez Tarzan. Autrement, vous avez forcément un réseau. Vous avez fait des études, des gens avant vous ont fait ces mêmes études, vous avez eu des professeurs et tous ces gens font partie de votre réseau. Vous avez travaillé dans des entreprises, donc tous vos anciens collègues, vos anciens patrons, les partenaires avec qui vous étiez en relation lorsque vous travaillez dans cette entreprise, tout ce petit monde constitue votre réseau. Votre entourage proche fait également partie de votre réseau, votre famille, les amis de votre famille, les amis de vos amis, etc., etc. Tout le monde a un réseau. Le deuxième principe, c'est que vous ne devez jamais engager la responsabilité de votre réseau. Souvent, les gens me disent « mais moi, j'ai exploité tout mon réseau ». En général, ce qu'ils appellent avoir exploité leur réseau, c'est en gros demander à quelques-uns de leurs amis s'ils ne connaissaient pas quelqu'un ou une entreprise qui pourrait éventuellement les embaucher. C'est une mauvaise conception du réseautage. Parce que exploiter ou activer son réseau, ça ne consiste pas à mendier un emploi ou à demander à faire passer votre CV. C'est une terrible erreur. Ne demandez pas à votre réseau quelque chose qu'il ne peut pas vous donner. Donc ne lui demandez pas un emploi. Il faut bien comprendre que les gens sont toujours très frileux à faire entre guillemets rentrer quelqu'un dans une entreprise. Parce que lorsqu'ils le font, leur responsabilité est engagée. Imaginez que vous fassiez rentrer un ami et que, manque de bol, votre ami ne fasse pas l'affaire, il n'est pas compétent, il arrive toujours en retard, il fait le strict minimum. Votre responsabilité est engagée et l'entreprise ne vous fera plus jamais confiance si vous leur ramenez un CV de quelqu'un que vous connaissez. Et parfois, on a des amis qui sont parfaits pour boire un verre, mais en général, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils valent dans le milieu professionnel. Donc imaginez un petit peu lorsque vous demandez à l'ami de votre ami de vous faire rentrer dans sa boîte. Il ne vous connaît pas du tout et s'il prend votre CV, ce sera seulement pour vous faire plaisir. Il y a de fortes chances qu'il ne fasse rien avec. Parce qu'il ne vous connaît pas et il ne veut pas prendre le risque de perdre la confiance de son entreprise. Troisième principe, vous pouvez créer un réseau en partant de zéro. Au travers de mes tests, en fait, j'ai créé différents types de scripts pour entretenir un réseau. Un script, ce que j'appelle un script, c'est tout simplement un texte préécrit que vous allez, avec des trous que vous allez pouvoir utiliser pour contacter des gens. Ce sont des scripts conversationnels, des scripts téléphoniques, des scripts email. Je donne ça aux gens que j'accompagne et ça leur permet de créer de vraies relations authentiques avec de parfaits inconnus. Et grâce à ces scripts, vous allez être en mesure de créer un réseau en partant de zéro. Vous serez en mesure d'envoyer des mails et de téléphoner à de parfaits inconnus, d'avoir des entretiens d'information avec eux et puis de maintenir le contact de façon à ce qu'ils deviennent des membres actifs de votre réseau. Et le plus souvent, ils se transformeront en ambassadeurs dans votre recherche d'emploi. Et vous saurez exactement à quel moment vous pourrez vous permettre de donner votre CV à l'une de ces personnes et même de faire en sorte qu'elles appuient votre candidature lorsque vous postulez quelque part. Je vais vous montrer l'exemple de Kitri, notre 6e étude de cas. Kitri a obtenu un super poste. Et en tant que jeune diplômée, elle ne savait pas quoi faire. Je lui ai donné des scripts pour développer son réseau et Kitri n'a pas hésité à prendre le train pour faire des rencontres réseau. Et au bout de 3 mois, elle a eu un poste qui ferait mourir de jalousie n'importe quel jeune diplômé, tant sur le plan des responsabilités qu'au niveau du salaire. Elle fait probablement partie des jeunes de sa promotion les mieux payés. Et Kitri a eu ce poste sans répondre à une seule offre d'emploi. Comme elle a créé des relations authentiques avec certaines personnes de son réseau, eh bien ces personnes ont immédiatement pensé à elle lorsqu'elles avaient besoin de recruter un nouveau salarié. Ils n'ont pas fait passer d'annonce d'emploi. Et au final, Kitri a construit un réseau solide en partant de zéro. Et elle a décroché le job de ses rêves. Le 7e mensonge, qui est très répandu aussi, et je pense que vous y croyez probablement, vous pensez sans doute que l'entretien d'embauche consiste à répondre aux questions. Rien n'est plus faux. Si vous vous contentez de répondre aux questions, cela veut dire que votre embauche, en fait, dépend des questions qui vous seront posées.
Or, les candidats d'élite savent d'avance quelles sont les réponses qu'ils doivent donner, peu importe les questions qui leur seront posées. On s'en fiche des questions finalement qui vont être posées. Ce n'est pas les questions que vous devez préparer, ce sont vos réponses. Et pour ça, vous devez préparer un argumentaire. Vous avez tous dans votre parcours certains éléments que vous devez absolument mentionner au recruteur. Si vous vous êtes déjà dit des phrases comme du genre zut, j'ai oublié de dire ceci au recruteur, ou bien mince, comment est-ce que j'ai pu oublier de parler de cela, alors vous avez été frappé par ce que j'appelle l'Alzheimer des entretiens. Si vous êtes commercial par exemple, peu importe le client que vous aurez en face, vous devrez absolument mentionner tel ou tel point de votre argumentaire de vente. Et en entretien d'embauche, c'est pareil. Vous devez au préalable avoir en tête tous les éléments que vous devez absolument communiquer au recruteur pour le convaincre. Les gens que j'accompagne créent un argumentaire de vente. Et dans cet argumentaire, il y a les meilleurs résultats qu'ils ont obtenus. Tout est chiffré, tout est précis. Et il y a également la liste des anecdotes qu'ils vont utiliser. Il y a également la liste des problématiques qu'ils ont identifiées grâce aux entretiens réseau. Et bien d'autres éléments encore. Lorsque vous passez un entretien, vous devez savoir répondre aux questions. Alors vous l'avez peut-être compris, les candidats d'élite ne préparent pas 200 questions avant l'entretien d'embauche. En réalité, il n'y a que quelques questions que vous devez maîtriser. Ce sont les 3 qui reviennent le plus souvent. Première question, présentez-vous ou parlez-moi de vous. Dans une autre partie de l'espace membre, vous avez la technique du triple combo qui va vous aider à répondre à cette question de façon ultra efficace et pas vous contenter de réciter votre CV parce que le recruteur n'en a que faire. La deuxième question à laquelle vous devez être en mesure de répondre, c'est quelles sont vos motivations pour travailler chez nous? Et la troisième question qui fait des massacres en entretien, c'est pourquoi vous et pas un autre? Toujours dans l'espace membre, vous avez une autre rubrique qui est vraiment spécialement consacrée à la méthode des questions Shadow. C'est une méthode que j'ai inventée, que j'ai créée justement pour vous aider à répondre de façon vraiment efficace aux questions des recruteurs. Vous saurez identifier et répondre aux vraies questions. Pas vous contenter de répondre en surface, mais vraiment de répondre en profondeur. La troisième chose que vous devez faire en entretien, c'est démontrer votre valeur. Toutes les questions qui vous sont posées en entretien sont des opportunités pour démontrer vos compétences pour le poste. Ça veut dire que quelle que soit la réponse que vous donnez, vous devez toujours trouver un moyen de vous vendre de façon concrète. Alors quand je dis de façon concrète, j'entends par là donner une réponse qui contient des éléments quantifiables et mesurables. Par exemple, si je suis le recruteur et que je vous demande de me citer l'une de vos qualités, ne me dites surtout pas que vous êtes dynamique, rigoureux et motivé, parce que ce ne sont pas des éléments quantifiables. Par contre, si vous me dites que vous savez optimiser les frais de production et que par exemple dans l'entreprise machin truc, vous avez réduit le temps de production d'environ 20%, ce qui s'est traduit par une augmentation de 25 000 € de chiffre d'affaires, alors là, oui, vous allez m'intéresser. Alors je vais vous parler de Yanis. Yanis est la seule personne que j'ai coachée 2 fois. Et Yanis a une histoire particulière puisque en fait, il a cumulé presque 4 ans et demi de chômage entrecoupé par des petites périodes de petits boulots. Il avait simplement un niveau bac et très concrètement, il avait l'impression que c'était un vrai handicap dans sa recherche d'emploi. Alors ça peut l'être effectivement si on utilise la méthode classique, mais si on s'y prend différemment, ce n'est absolument pas un problème. La première fois que j'ai travaillé avec lui, il voulait être à l'époque conseiller en gestion de patrimoine. Des amis lui avaient dit que c'était vraiment un poste super. Et donc, pour une très grande boîte, je crois que c'est la première mondiale encore maintenant, sur tout ce qui est assurance et gestion de patrimoine. Donc, il a postulé là-bas. Il a eu le poste. Et puis, au bout de quelques mois, il ne se sentait vraiment pas bien. Et il a voulu vraiment renouer avec un emploi dont il a toujours rêvé depuis qu'il est enfant. Entraîneur de basket. Donc vraiment, on passe du gars qui est assureur et il passe à entraîneur de basket. Il a également obtenu le poste. Mais forcément, on ne pouvait pas présenter le même CV pour être entraîneur de basket et pour être conseiller en gestion de patrimoine.
Yanis m'a permis d'améliorer ma méthode parce que avant que je ne travaille avec lui, comment ça se passait? Les gens venaient me voir, me disaient bon ben voilà Uriel, ça fait 1 an que je galère, j'aimerais avoir tel type de poste, ça marche pas. Est-ce que tu peux m'aider? Alors je disais oui, et je leur montrais ma méthodologie et les gens décrochaient le poste. Simplement avec Yanis, comme j'ai vu que quelques mois plus tard il est revenu vers moi, c'est que dans ma méthode il y avait quelque chose qui clochait. J'aurais dû être en mesure d'identifier que le poste de gestionnaire de patrimoine n'était pas adapté pour lui. Et grâce à Yanis, du coup, j'ai amélioré ma méthodologie puisque j'ai inclus dans ma méthodologie quelque chose qui va vous permettre d'identifier le poste idéal. Dans les deux cas, lorsque Yanis a décroché un poste de gestionnaire de patrimoine puis d'entraîneur de basket, les recruteurs lui ont dit qu'ils l'ont choisi parce qu'ils ont particulièrement aimé le fait que toutes ses réponses étaient concrètes et chiffrées. Qu'il a réussi à démontrer sa valeur. Et qu'il avait un véritable argumentaire de vente prêt à l'emploi. Les anecdotes, tout était prévu. Et c'est vraiment Yanis qui a dirigé l'entretien d'embauche. Et bien évidemment, il a en plus utilisé ma technique de l'analytic sponge, dont je vous reparlerai en détail dans une autre vidéo de l'espace membre. Alors, on va passer au 8e et au dernier mensonge. Ce mensonge est très répandu, je dirais, pour les gens qui sont actuellement en poste. Les gens qui sont actuellement en poste sont très frileux. Ils ont envie de changer. Ils ont un poste qui les embête, pour rester poli. Tous les jours, ils se lèvent et ils vont travailler dans un bureau, dans un endroit qui les énerve, dans un poste qui est en dessous de leur capacité, dans un poste qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent et dans un poste dans lequel ils ne progressent pas. Au contraire, ils régressent parce que plus le temps passe et si vous avez un diplôme, des compétences qui ne vous servent pas dans un poste que vous occupez actuellement, admettons vous êtes ingénieur en informatique et vous êtes actuellement serveur, votre diplôme, vos compétences sont en train de perdre de la valeur. Plus vous restez dans un poste qui ne correspond pas à votre formation initiale et plus votre valeur baisse sur le marché de l'emploi. Et le mensonge est le suivant. Estime-toi heureux d'avoir un travail car il est difficile de trouver un emploi, particulièrement dans ce contexte économique. Et c'est souvent cette peur qui fait que les gens qui sont actuellement en poste, mais qui aimeraient en changer parce qu'ils ne sont pas bien là où ils sont, eh bien c'est ça qui va faire que ces gens-là vont rester et ne pas chercher. Parce qu'ils ont peur justement du, entre guillemets, contexte économique. Peu importe la crise, il y a toujours du travail. Et c'est vrai que les médias nous harcèlent avec des informations récurrentes négatives comme le taux de chômage qui grimpe, les entreprises qui ferment. Mais la vérité, c'est que votre capacité à trouver du travail ne dépend pas de la crise ni de la fermeture de telle ou telle entreprise. Elle dépend simplement de votre capacité, de votre aptitude à vous différencier et à identifier les besoins d'une entreprise en particulier. Les candidats d'élite se fichent pas mal de la crise. Les gens continuent de trouver du travail même lorsque les entreprises ferment. En 2008, c'est vrai que le marché du travail a particulièrement été touché. Mais je suis sûr que si vous étiez au chômage à ce moment-là, il y en a parmi vous qui ont décroché un emploi en 2008, alors même que la crise était là. Et c'est vrai que la plupart des gens ne se concentrent que sur la réponse aux annonces pour trouver un emploi. Et si vous procédez de cette manière, sachez-le, vous n'exploitez que 20% du marché de l'emploi. C'est ce qu'on appelle le marché visible. Si vous voulez utiliser les 80% restants, vous devez nécessairement passer par le réseau. Trouver un emploi n'est pas si compliqué lorsque vous avez les bonnes méthodes. Et c'est vrai que la recherche d'emploi est un domaine où tout le monde a un avis à donner. Et pour ma part, j'ai testé personnellement toutes les stratégies et techniques dont je vous ai parlé. Et au travers des études de cas, vous avez vu que des personnes ont testé et obtenu des résultats à leur tour. Alors faites-moi une faveur, ne me croyez pas sur parole. Testez simplement ces stratégies à votre niveau et vous verrez forcément les résultats arriver. On va terminer avec la dernière étude de cas. Je vais vous parler de T. T a réussi à trouver un travail dans un secteur qui a été particulièrement touché par la crise.
Et il l'a trouvé à partir du moment où il a arrêté de dire que c'est trop dur de trouver un emploi, que c'est la crise. Il l'a trouvé en cultivant sa différence et en travaillant sur la qualité de ses candidatures. Il était le premier à dire que trouver un emploi est difficile et j'ai eu beaucoup de mal à le convaincre du contraire. Mais dès qu'il a fait les changements nécessaires sur ses candidatures, bizarrement, il a commencé à avoir des entretiens. Bizarrement, il a convaincu non pas une entreprise, mais plusieurs entreprises de se faire embaucher et il a rapidement obtenu plus de responsabilités. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de simplement laisser un commentaire dans lequel vous allez me dire, avant de regarder cette vidéo, quel était ou quels étaient les mensonges auxquels vous croyez, quels sont ceux peut-être auxquels vous croyez toujours, et dites-moi également quelles sont les solutions que vous voulez mettre en place pour améliorer votre recherche d'emploi dès maintenant. Alors je vous encourage à participer parce que je lis tous les commentaires et j'essaierai de répondre à toutes les questions que vous pourrez éventuellement me poser.